Le calme apparent de l'appartement de Baptiste dissimulait en réalité une rupture invisible, un déséquilibre subtil que l'on ne percevait qu'en y prêtant une attention plus profonde, comme si l'espace lui-même conservait la trace d'un départ précipité. Lorsque Baptiste entra dans la chambre de Mathis, rien ne semblait réellement déplacé, mais l'absence de l'enfant s'imposa immédiatement comme une évidence dérangeante, presque irréelle, tant elle contrastait avec la normalité du décor. Les draps encore froissés témoignaient d'une présence récente, comme si Mathis avait quitté son lit dans un mouvement rapide, guidé par une décision intérieure qu'il n'avait pas exprimée à voix haute. Baptiste resta immobile quelques secondes, cherchant instinctivement une explication rationnelle, refusant d'accepter que son fils ait pu partir seul, sans prévenir, sans laisser de signe. Pourtant, plus les secondes passaient, plus ce silence pesant prenait une dimension inquiétante, transformant l'incompréhension initiale en une angoisse diffuse qui s'installait progressivement en lui. Il appela Mathis, d'abord avec retenue, puis avec une urgence croissante, espérant que son fils réponde depuis une autre pièce, qu'il surgisse avec une excuse anodine capable de dissiper cette tension. Mais aucune réponse ne vint, et ce mutisme transforma l'espace familier en un lieu étranger, presque hostile, où chaque recoin semblait confirmer l'absence. Dans la pièce voisine, Elena observait la scène avec une nervosité qu'elle ne parvenait plus à contenir, consciente qu'elle détenait une information qui pouvait à la fois rassurer et aggraver la situation. Elle avait promis à Mathis de ne rien dire, une promesse faite dans l'innocence, sans mesurer les conséquences d'un tel silence face à une disparition. Son regard fuyait celui de Baptiste, ses gestes trahissaient un trouble grandissant, et lorsque celui-ci se tourna vers elle avec une inquiétude devenue explicite, elle comprit que garder le secret n'était plus possible. Après quelques instants d'hésitation, durant lesquels elle tenta encore de préserver la parole donnée, Elena finit par céder sous la pression de l'urgence, laissant échapper une vérité fragmentaire qui ne fit qu'accentuer l'angoisse ambiante. Elle expliqua que Mathis était parti voir sa mère, persuadé de la trouver là où il pensait qu'elle serait. Cette révélation, loin d'apporter un soulagement, ouvrit une nouvelle inquiétude, car elle reposait sur une hypothèse fragile, sur une perception d'enfant confronté à une réalité bien plus complexe. Sans attendre, Baptiste appela Emma, cherchant à vérifier si Mathis avait effectivement réussi à la rejoindre, espérant encore que cette situation puisse s'expliquer simplement. Le contraste entre l'état d'urgence dans lequel il se trouvait et la normalité initiale de la voix d'Emma accentua le sentiment de rupture, comme si deux réalités coexistaient sans encore se rejoindre. Lorsqu'elle répondit que Mathis n'était pas avec elle, l'information tomba avec une brutalité silencieuse, transformant définitivement l'inquiétude en certitude d'une disparition. Emma, à son tour, comprit immédiatement la gravité de la situation, et l'échange téléphonique, bien que bref, fit naître une angoisse partagée qui ne laissait plus place au doute. Mathis n'avait pas atteint l'objectif qu'il s'était fixé, ce qui signifiait qu'il se trouvait quelque part entre deux repères, dans un espace incertain où il pouvait facilement se perdre, tant physiquement que symboliquement. Ce décalage entre l'intention de l'enfant et la réalité du monde adulte révélait déjà un malaise plus profond, une faille dans la communication familiale qui s'exprimait à travers cette fuite. Face à cette situation, Baptiste et Emma prirent la décision de se rendre au commissariat, comprenant que le temps jouait désormais contre eux et que chaque minute d'hésitation pouvait compliquer davantage les recherches. Le passage dans cet espace institutionnel marqua une étape supplémentaire dans la gravité de l'événement, transformant une inquiétude intime en une affaire officielle, structurée, soumise à des procédures précises. Idriss, chargé de recueillir leurs plaintes, adopta une posture à la fois professionnelle et attentive, cherchant à extraire les informations nécessaires tout en percevant la détresse qui se manifestait chez les deux parents. Il évoqua l'hypothèse la plus probable, celle d'un enfant qui se serait égaré en tentant de rejoindre un lieu familier, une explication logique qui permettait de structurer les premières recherches, mais qui ne suffisait pas à apaiser l'inquiétude croissante. Car au-delà de la disparition elle-même, une question persistait, plus troublante encore. Pourquoi Mathis avait-il ressenti le besoin de partir ainsi, seul, sans prévenir, en prenant un risque qu'il ne pouvait pas mesurer pleinement? Cette interrogation restait en suspens, comme une ombre qui accompagnait chaque nouvelle piste. Parallèlement à cette tension, Vadim évoluait dans un registre émotionnel différent, mais tout aussi marqué par une forme de rupture intérieure. La mort de sa mère avait ouvert en lui un vide qu'il refusait d'affronter directement, préférant se réfugier dans une activité constante, presque mécanique, pour éviter que les souvenirs ne prennent le dessus. Ce choix de se plonger dans le travail n'était pas seulement une stratégie d'évitement, mais une manière de maintenir une illusion de contrôle dans une situation qui lui échappait complètement. Lorsque Patrick vint à sa rencontre, animé par une volonté sincère d'apporter son soutien, la confrontation entre ces deux approches de la douleur devint immédiatement perceptible.
Patrick cherchait à établir un lien, à offrir une aide concrète, notamment en évoquant l'organisation des obsèques, tandis que Vadim percevait cette initiative comme une intrusion dans un espace qu'il souhaitait garder fermé. La réaction de Vadim fut marquée par une froideur qui traduisait moins un rejet personnel qu'un refus de se confronter à la réalité de la perte. En refusant de partager la date de l'enterrement, en rejetant l'aide proposée, il maintenait une distance qui lui permettait de ne pas officialiser complètement ce deuil. Cette tension entre les deux hommes ne faisait que renforcer l'isolement de Vadim, tout en laissant Patrick dans une position d'impuissance, conscient de ne pas pouvoir forcer une aide qui n'était pas acceptée. Dans le même temps, la disparition de Mathis mobilisait progressivement l'ensemble du quartier, transformant une inquiétude individuelle en une dynamique collective. Les habitants du Mistral s'organisèrent spontanément, formant des groupes de recherche qui parcouraient les rues, les parcs, les lieux susceptibles d'attirer un enfant en quête de repères. Cette mobilisation révélait à la fois la solidarité du quartier et la gravité de la situation, chaque personne impliquée ressentant la nécessité d'agir rapidement. Chloé, en particulier, tentait de comprendre la logique de cette fuite, cherchant à reconstituer le raisonnement de Mathis pour anticiper ses déplacements. Elle envisagea la possibilité que l'enfant n'ait pas simplement cherché à rejoindre sa mère, mais qu'il ait voulu atteindre un lieu qu'il associait à la sécurité, un endroit où il pouvait se sentir protégé face à une réalité qu'il ne comprenait plus. Cette hypothèse introduisait une dimension psychologique à la disparition, suggérant que le geste de Mathis pouvait être interprété comme un signal, une tentative d'exprimer un malaise profond. Ainsi, au fil des heures, deux lignes narratives se développaient en parallèle, chacune marquée par une forme de rupture. D'un côté, un enfant en fuite, cherchant inconsciemment à exprimer une détresse qu'il ne pouvait formuler autrement. De l'autre, un jeune homme confronté à un héritage émotionnel qu'il refusait d'assumer pleinement. Ces deux trajectoires, bien que distinctes, partageaient une même origine, celle d'un déséquilibre intérieur qui ne trouvait pas encore de résolution. Dans cette première phase de l'histoire, rien n'était encore résolu, mais tout indiquait déjà que les événements à venir ne seraient pas de simples incidents isolés, et que derrière chaque geste, chaque décision, se cachait une vérité plus profonde, prête à émerger. Dans le même temps, alors que les recherches pour retrouver Mathis s'intensifiaient dans les rues du quartier, une autre tension, plus silencieuse mais tout aussi déterminante, prenait forme autour de Vadim, dont le quotidien venait d'être bouleversé par une découverte inattendue. Contrairement à l'agitation visible qui entourait la disparition de l'enfant, ce qui se jouait pour lui relevait d'un basculement intérieur, d'un changement de perspective qui allait redéfinir son rapport au passé comme à l'avenir. Lorsque Noémie arriva au cabinet à sa demande, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas, non pas à cause d'un événement spectaculaire, mais à cause de l'attitude de Vadim lui-même, dont la retenue habituelle semblait avoir laissé place à une forme d'hésitation inhabituelle. Il tenait entre ses mains une lettre qu'il n'avait pas encore ouverte, comme si ce simple geste représentait un point de non-retour, une frontière entre ce qu'il savait déjà et ce qu'il redoutait de découvrir. Cette lettre, laissée par sa mère, était bien plus qu'un simple message posthume, car elle portait en elle une part de vérité que Vadim n'avait jamais vraiment cherché à comprendre de son vivant. Depuis sa disparition, il s'était efforcé de maintenir une distance émotionnelle, de ne pas s'attarder sur les souvenirs, de ne pas analyser ce qui aurait pu être différent. Pourtant, face à cette enveloppe, il se retrouvait contraint d'affronter ce lien qu'il avait toujours gardé à distance. Incapable de franchir seul cette étape, il demanda à Noémie de lire la lettre à sa place, comme si déléguer cet acte lui permettait de se protéger, de filtrer l'impact des mots avant qu'ils ne l'atteignent directement. Noémie accepta, consciente du poids de ce moment, et commença à lire lentement, laissant chaque phrase s'installer dans le silence qui les entourait. Le contenu de la lettre révélait une facette de sa mère que Vadim n'avait jamais pleinement reconnue, une vulnérabilité qu'elle n'avait sans doute jamais exprimée de son vivant. Elle y évoquait le sentiment d'avoir été un poids, une présence encombrante, comme si elle avait porté seule une culpabilité qu'elle n'avait jamais su partager. Mais au-delà de cette confession, elle formulait une dernière injonction, presque une libération. Elle lui demandait de vivre pour lui-même, de ne plus se laisser enfermer dans une existence dictée par les contraintes ou les regrets. Ce message, en apparence simple, contenait une charge émotionnelle considérable, car il remettait en question la manière dont Vadim avait construit sa relation avec elle, mais aussi avec lui-même. Pourtant, ce n'était pas la seule révélation contenue dans cette lettre. Dans le post-scriptum, sa mère mentionnait l'existence d'un coffre en banque, accompagné d'un numéro précis, comme une dernière énigme laissée à résoudre. Elle précisait qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait, sans donner davantage d'explications, comme si elle lui confiait une responsabilité dont il devait désormais déterminer le sens.
Cette information introduisait une rupture radicale avec l'image qu'il avait toujours eue de leur situation financière. Vadim avait grandi avec la conviction qu'ils avaient toujours manqué de moyens, que chaque dépense devait être mesurée, que les difficultés économiques faisaient partie intégrante de leur quotidien. L'idée qu'un coffre puisse exister, et qu'il contienne quelque chose de significatif, venait contredire cette réalité. Lorsqu'ils se rendirent à la banque pour vérifier cette information, la tension était palpable, non pas sous la forme d'une excitation, mais plutôt comme une appréhension, une crainte de découvrir quelque chose qui pourrait remettre en cause tout ce qu'ils croyaient savoir. L'ouverture du coffre se déroula dans un silence presque irréel, chaque geste étant exécuté avec une précision mécanique, comme si ralentir le temps permettait de retarder l'impact de la découverte. À l'intérieur, la présence de 87 000 € s'imposa immédiatement comme une évidence impossible à ignorer. Cette somme, bien trop importante pour être anodine, provoqua chez Vadim un mélange de stupeur et d'incompréhension, car elle ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait de leur passé. Cette contradiction entre la réalité vécue et cette découverte soudaine ouvrait un champ de questions auquel il n'avait aucune réponse immédiate. Noémie, de son côté, ne put s'empêcher d'envisager une hypothèse plus sombre, celle d'un argent dont l'origine ne serait pas légitime. Cette possibilité introduisait une nouvelle dimension à la situation, transformant ce qui aurait pu être perçu comme une opportunité en un potentiel danger. L'idée que cet héritage puisse être lié à quelque chose d'illégal ou de dissimulé venait compliquer encore davantage la décision à prendre. Vadim, cependant, semblait moins préoccupé par l'origine de cet argent que par ce qu'il représentait symboliquement. Pour lui, cette somme devenait une forme de rupture avec son passé, une possibilité concrète de changer de vie, de s'éloigner de tout ce qu'il retenait à Marseille. Dans cet instant précis, il ne voyait pas cet héritage comme une question à résoudre, mais comme une porte à ouvrir. C'est dans ce contexte qu'il formula une proposition à Noémie, une proposition qui dépassait largement la simple gestion de cet argent. Il lui suggéra de partir avec lui, de quitter Marseille, de tout abandonner pour recommencer ailleurs, dans un environnement où ils ne seraient plus définis par leur histoire, leurs erreurs ou leurs contraintes. Cette idée, bien que séduisante en apparence, reposait sur une impulsion plus profonde, celle de fuir plutôt que d'affronter. Noémie, face à cette proposition, ne répondit pas immédiatement, car elle percevait les implications d'un tel choix. Partir signifiait rompre avec leur vie actuelle, mais aussi accepter de construire quelque chose sur des bases incertaines, marquées par des zones d'ombre qu'ils ne comprenaient pas encore. Elle comprenait le besoin de Vadim de s'éloigner, mais elle percevait aussi le risque de prendre une décision dictée par l'émotion plutôt que par la réflexion. Pendant que cette décision restait en suspens, les recherches pour retrouver Mathis continuaient de mobiliser le quartier, et l'inquiétude collective atteignait un niveau critique. Les équipes formées parcouraient les rues avec une intensité croissante, chaque indice potentiel étant analysé avec attention, chaque témoignage étant pris en compte, même s'il s'avérait finalement insignifiant. Baptiste et Emma, quant à eux, étaient pris dans une tension permanente, oscillant entre l'espoir de retrouver leur fils rapidement et la peur que la situation ne se dégrade. Leur collaboration, bien que nécessaire, révélait également les fractures existantes dans leur relation, car cette crise mettait en lumière tout ce qui n'avait pas été résolu entre eux. La disparition de Mathis devenait ainsi le reflet d'un déséquilibre plus large, d'un environnement familial dans lequel l'enfant ne trouvait plus sa place de manière stable. Lorsque Mathis fut finalement retrouvé dans un parc, sain et sauf, le soulagement fut immédiat, mais il ne dissipa pas complètement l'inquiétude accumulée. Son absence, bien que temporaire, avait laissé une trace profonde, car elle révélait un mal-être que personne n'avait pris la mesure de comprendre auparavant. Le fait qu'il ait sauté par la fenêtre pour partir ajoutait une dimension supplémentaire à cet événement, soulignant le caractère impulsif et désespéré de son geste. Baptiste, en particulier, ne pouvait pas ignorer cette réalité, et son analyse de la situation dépassait désormais le simple cadre de la fugue. Il comprenait que ce comportement ne pouvait pas être réduit à une erreur ou à un caprice, mais qu'il constituait un signal, un appel à l'aide que Mathis avait exprimé à sa manière. Cette prise de conscience introduisait une nouvelle responsabilité, celle de comprendre et de répondre à ce besoin avant qu'il ne se manifeste de manière plus grave. Ainsi, tandis que Mathis était physiquement retrouvé, la question de son équilibre émotionnel restait ouverte, tout comme celle de Vadim, confronté à un héritage dont il ne mesurait pas encore toutes les conséquences. Dans ces deux trajectoires, une même tension se dessinait, celle entre la fuite et l'affrontement, entre le désir de partir et la nécessité de comprendre, annonçant des développements où les choix individuels auraient des répercussions profondes sur l'ensemble des relations.
À ce moment-là, alors que le soulagement d'avoir retrouvé Mathis sain et sauf commençait à s'installer dans les esprits, une autre forme de tension, plus profonde et moins visible, prenait progressivement le dessus, révélant que l'essentiel ne résidait pas dans la disparition elle-même, mais dans ce qu'elle signifiait réellement pour ceux qui en étaient les témoins directs. La présence physique de l'enfant ne suffisait pas à effacer les questions soulevées par son geste, et Baptiste, en particulier, ressentait avec une acuité nouvelle le poids de cette évidence. Le retour de Mathis ne se fit pas dans l'agitation ou les reproches immédiats, mais dans une atmosphère chargée d'émotions contenues, où chaque regard, chaque silence, portait en lui une multitude de significations. Baptiste observa son fils avec une attention presque douloureuse, cherchant à déchiffrer dans son attitude ce qu'il n'avait pas su voir auparavant. Il ne s'agissait plus simplement de comprendre où il était allé, mais de saisir pourquoi il avait ressenti le besoin de partir ainsi, sans prévenir, en prenant un risque qu'il ne pouvait pas pleinement mesurer. Emma, de son côté, oscillait entre le soulagement et une forme de culpabilité diffuse, consciente que la situation actuelle ne pouvait pas être dissociée des tensions qui existaient entre elle et Baptiste. Leur relation, fragilisée par des incompréhensions accumulées, avait créé un environnement instable dans lequel Mathis évoluait sans repère clair. Cette instabilité, longtemps ignorée ou minimisée, apparaissait désormais comme un facteur déterminant dans le comportement de l'enfant. Dans ce contexte, le silence de Mathis prenait une dimension particulière, car il ne traduisait pas seulement une fatigue ou une peur passagère, mais une difficulté plus profonde à exprimer ce qu'il ressentait. Son geste, aussi impulsif qu'il ait pu paraître, s'inscrivait dans une logique émotionnelle qui dépassait la simple volonté de rejoindre sa mère. Il cherchait un refuge, un espace où il pourrait échapper à une réalité qu'il ne comprenait plus, et ce besoin révélait un malaise que les adultes autour de lui n'avaient pas su identifier à temps. Baptiste, en analysant la situation avec recul, ne pouvait ignorer le caractère symbolique de cette fuite. Le fait que Mathis ait choisi de sortir par la fenêtre témoignait d'une volonté de s'extraire discrètement d'un environnement qui ne lui convenait plus, comme s'il avait cherché à éviter toute confrontation directe. Ce détail, en apparence anodin, prenait une signification particulière, car il révélait une forme de repli, une manière d'agir en silence pour ne pas provoquer de réaction immédiate. Cette prise de conscience marquait un tournant dans la manière dont Baptiste percevait son rôle de père, car elle l'obligeait à reconnaître que la situation ne pouvait pas être résolue par une simple surveillance accrue ou par des mesures de sécurité. Il devenait nécessaire de comprendre les besoins émotionnels de Mathis, de rétablir un dialogue qui semblait s'être progressivement détérioré, et surtout de créer un environnement dans lequel l'enfant pourrait se sentir écouté sans crainte de jugement. Dans le même temps, Emma se retrouvait confrontée à une réalité qu'elle avait peut-être cherché à éviter, celle de l'impact de ses choix sur l'équilibre de son fils. Son éloignement, ses priorités, les tensions avec Baptiste, tout cela formait un ensemble de facteurs qui, mis bout à bout, avaient contribué à créer une instabilité dont Mathis subissait les conséquences. Cette prise de conscience ne s'accompagnait pas immédiatement de solutions, mais elle introduisait une nécessité de remise en question, une obligation de repenser les bases de leur relation familiale. Pendant que cette dynamique se mettait en place, le quartier du Mistral retrouvait progressivement son rythme habituel, même si l'épisode de la disparition laissait une trace durable dans les esprits. Les habitants, qui s'étaient mobilisés avec une solidarité spontanée, reprenaient leurs activités, mais chacun gardait en mémoire l'intensité de ces heures d'inquiétude, comme un rappel de la fragilité des équilibres du quotidien. Parallèlement, l'évolution de la situation de Vadim prenait une tournure de plus en plus déterminante, car la découverte de l'argent dans le coffre ne cessait de résonner en lui comme une possibilité de rupture radicale avec sa vie actuelle. Contrairement à la tension liée à Mathis, qui appelait à une reconstruction, ce qui se jouait pour Vadim semblait orienté vers une forme de fuite, un désir de s'éloigner plutôt que de réparer. La proposition qu'il avait faite à Noémie ne relevait pas d'une simple idée passagère, mais d'une intention qui s'enracinait dans un besoin profond de changement. Pour lui, Marseille n'était plus un lieu de stabilité, mais un espace associé à la perte, aux tensions, aux souvenirs qu'il ne parvenait pas à apaiser. L'héritage qu'il venait de découvrir apparaissait alors comme un moyen concret de se libérer de ses attaches, de transformer une situation subie en opportunité choisie. Cependant, cette vision restait partielle, car elle ne prenait pas en compte les implications à long terme d'un tel départ. Noémie, en observant l'évolution de Vadim, percevait clairement que cette décision était fortement influencée par l'émotion, par le choc de la perte et par la découverte soudaine de cette somme d'argent. Elle comprenait le besoin de changement, mais elle pressentait également que fuir ne permettrait pas nécessairement de résoudre les problèmes sous-jacents. Cette divergence de perception introduisait une tension dans leur relation, non pas sous la forme d'un conflit ouvert,
mais comme une distance progressive, un décalage entre leurs attentes et leurs priorités. Vadim envisageait un avenir immédiat, une rupture nette avec le passé, tandis que Noémie restait attachée à une réflexion plus posée, consciente que certaines décisions ne pouvaient pas être prises sans en mesurer pleinement les conséquences. Dans ce contexte, la question de l'origine de l'argent restait en suspens, et son caractère inexpliqué continuait de peser sur leurs réflexions. L'hypothèse d'un argent sale, évoquée par Noémie, ne pouvait être écartée, et elle ajoutait une dimension supplémentaire à la situation, transformant ce qui aurait pu être une solution en un potentiel risque. Cette incertitude renforçait la nécessité de prudence, même si elle entrait en contradiction avec le désir de Vadim d'agir rapidement. Ainsi, au fil de cette journée, deux dynamiques distinctes mais parallèles se développaient, chacune marquée par une forme de tension entre le besoin de réagir et celui de comprendre. D'un côté, Baptiste et Emma faisaient face à la nécessité de reconstruire un équilibre familial fragilisé, en prenant en compte les signaux envoyés par Mathis. De l'autre, Vadim se retrouvait confronté à une opportunité de changement qui, bien qu'attirante, reposait sur des bases incertaines et potentiellement dangereuses. Ces deux trajectoires, bien que différentes dans leur nature, partageaient un point commun essentiel, celui de révéler que les événements récents n'étaient pas des incidents isolés, mais les manifestations visibles de déséquilibres plus profonds. La disparition de Mathis et la découverte de l'héritage de Vadim apparaissaient ainsi comme des déclencheurs, des moments charnières qui obligeaient chacun à reconsidérer ses choix, ses relations et sa manière d'envisager l'avenir. Dans cette phase de l'histoire, rien n'était encore définitivement fixé, mais les éléments en place laissaient déjà entrevoir que les décisions prises dans les heures à venir auraient des conséquences durables, tant sur les individus que sur les liens qui les unissaient. Dans le même temps, alors que les conséquences de la fugue de Mathis continuaient de se faire sentir dans l'équilibre fragile de sa famille, une tension plus insidieuse s'installait progressivement, non pas dans l'urgence visible des événements, mais dans la manière dont chacun commençait à intégrer ce qui venait de se produire. L'incident, bien qu'apparemment résolu sur le plan matériel, agissait désormais comme un révélateur, mettant en lumière des fractures qui existaient depuis longtemps mais qui n'avaient jamais été pleinement affrontées. Baptiste, en particulier, ne parvenait pas à retrouver un sentiment de normalité, car l'image de Mathis sautant par la fenêtre restait ancrée dans son esprit comme un symbole impossible à ignorer. Ce geste, loin d'être perçu comme une simple impulsion d'enfant, s'imposait désormais comme la preuve tangible d'un mal-être profond, d'un déséquilibre émotionnel que lui-même, en tant que père, n'avait pas su anticiper ni comprendre. Cette prise de conscience ne se traduisait pas immédiatement par des décisions concrètes, mais elle modifiait profondément son regard sur la situation, l'obligeant à envisager son rôle sous un angle plus exigeant. Emma, de son côté, ressentait une tension comparable, bien qu'elle s'exprime différemment. Elle comprenait que l'épisode de la disparition ne pouvait pas être dissocié de leur relation conflictuelle, et que Mathis, pris entre deux figures parentales en désaccord, avait probablement développé une forme d'insécurité qu'il n'était pas capable de verbaliser. Cette idée s'imposait progressivement à elle, non pas comme une accusation directe, mais comme une évidence difficile à accepter, car elle impliquait une remise en question personnelle. Leur interaction, après le retour de Mathis, restait marquée par une retenue inhabituelle, comme si chacun cherchait à éviter un affrontement qui pourrait aggraver la situation. Pourtant, derrière cette apparente prudence, une tension persistait, nourrie par les non-dits et les incompréhensions accumulées. La fugue de leur fils devenait ainsi un point de convergence, un événement qui les obligeait à reconnaître que leur manière de fonctionner n'était plus viable, même si aucune solution immédiate ne se dessinait encore. Dans cet espace familial fragilisé, Mathis occupait une position centrale, mais paradoxalement silencieuse. Son comportement, plus calme en apparence, ne dissipait pas les inquiétudes, car il semblait désormais se replier sur lui-même, comme s'il avait exprimé ce qu'il pouvait exprimer et qu'il n'avait plus les moyens de formuler davantage. Cette forme de retrait inquiétait autant qu'elle interpellait, car elle suggérait que le problème ne se résoudrait pas par une simple conversation ou par des mesures ponctuelles. Baptiste, en observant cette évolution, comprenait que la priorité ne résidait plus dans la surveillance ou dans la prévention d'un nouvel incident, mais dans la reconstruction d'un lien, dans la capacité à créer un espace de dialogue dans lequel Mathis pourrait se sentir suffisamment en sécurité pour s'exprimer. Cette démarche impliquait du temps, de la patience, mais aussi une capacité à remettre en question certaines habitudes, certaines certitudes qui, jusque-là, avaient structuré son rôle de père. Pendant ce temps, dans un registre différent mais tout aussi chargé de conséquences, Vadim se trouvait à un point de bascule, confronté à une décision qui allait déterminer la suite de son parcours. La découverte de l'argent dans le coffre ne cessait de produire ses effets,
non pas seulement comme une réalité matérielle, mais comme un élément perturbateur qui remettait en cause l'ensemble de ses repères. Ce qui le troublait le plus n'était pas tant la somme elle-même que ce qu'elle représentait, à savoir une part de la vie de sa mère qu'il n'avait jamais connue, une dimension cachée qui venait contredire l'image qu'il avait construite d'elle au fil des années. Cette contradiction alimentait une forme de malaise, car elle soulevait des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre immédiatement, et qui risquaient de modifier profondément sa perception du passé. Malgré cette incertitude, son désir de partir ne faiblissait pas, bien au contraire, car il trouvait dans cette situation une justification à son besoin de rupture. L'idée de quitter Marseille, de s'éloigner des lieux chargés de souvenirs, de recommencer ailleurs, prenait une consistance de plus en plus réelle, comme si chaque réflexion le rapprochait de cette décision. Noémie, en revanche, continuait d'adopter une posture plus mesurée, consciente que la précipitation pouvait conduire à des erreurs difficiles à corriger. Elle ne rejetait pas l'idée de partir, mais elle insistait intérieurement sur la nécessité de comprendre avant d'agir, de ne pas confondre une opportunité avec une solution. Cette différence d'approche créait un décalage entre eux, non pas conflictuel, mais suffisamment marqué pour influencer la dynamique de leur relation. Elle percevait également que la proposition de Vadim n'était pas uniquement liée à l'argent, mais qu'elle s'inscrivait dans une logique plus large, celle d'une fuite face à une douleur qu'il ne parvenait pas à gérer autrement. Cette intuition la poussait à rester prudente, à ne pas s'engager dans un projet dont les fondations reposaient sur une instabilité émotionnelle. Dans ce contexte, la question de l'origine de l'argent continuait de planer, comme une ombre qui empêchait toute décision d'être pleinement assumée. L'absence d'explication claire renforçait l'idée qu'il existait un aspect caché, une vérité encore inaccessible qui pourrait, à terme, modifier leur perception de la situation. Cette incertitude agissait comme un frein, même si elle n'était pas toujours exprimée explicitement. Par ailleurs, autour d'eux, la vie du quartier reprenait progressivement son cours, offrant un contraste saisissant avec les tensions individuelles qui continuaient de se développer. Yolande, par exemple, se projetait déjà dans de nouvelles activités, envisageant de participer à des randonnées, cherchant à introduire dans son quotidien une dynamique différente, tournée vers le mouvement et le partage. Cette initiative, en apparence anodine, témoignait d'un besoin de renouvellement, d'une volonté de ne pas rester figée dans les épreuves passées. Jennifer, de son côté, se montrait réceptive à cette idée, y voyant une opportunité de se changer les idées après une période difficile. Cette ouverture vers l'extérieur, cette recherche d'un équilibre différent, contrastait avec les trajectoires plus tendues de Baptiste, Emma et Vadim, soulignant la diversité des réactions face aux difficultés. Ainsi, à ce stade de l'histoire, les lignes de force se précisaient progressivement, mettant en évidence deux types de réponses face aux événements récents. D'un côté, une volonté de reconstruction, lente et incertaine, mais orientée vers la compréhension et le dialogue. De l'autre, une tentation de rupture, plus radicale, mais potentiellement instable car fondée sur une volonté d'échapper à la douleur plutôt que de l'affronter. Ces dynamiques, bien que distinctes, n'étaient pas indépendantes, car elles participaient toutes à un même mouvement, celui d'une transformation des équilibres existants. La fugue de Matisse et l'héritage de Vadim apparaissaient désormais comme des catalyseurs, des événements qui, au-delà de leur dimension immédiate, avaient enclenché un processus plus large, susceptible de redéfinir les relations et les choix de chacun. Dans cette perspective, la suite des événements dépendrait moins des faits eux-mêmes que de la manière dont les personnages choisiraient d'y répondre, révélant ainsi la profondeur de leurs attachements, mais aussi leur fragilité. À mesure que la journée avançait vers sa fin, une forme d'accalmie semblait s'installer en surface, comme si les événements avaient atteint un point de stabilisation, mais cette impression restait fragile, presque trompeuse, car les tensions révélées au cours des dernières heures continuaient de se développer en profondeur, prêtes à ressurgir sous des formes plus complexes. Dans l'appartement de Baptiste, l'atmosphère restait marquée par une retenue inhabituelle, une sorte de calme prudent qui traduisait moins un apaisement qu'une tentative de ne pas raviver ce qui venait à peine d'être contenu. Matisse, bien que présent, semblait évoluer dans un espace intérieur qui lui était propre, comme s'il s'était retiré dans une zone de protection, inaccessible aux regards et aux questions trop directes. Ce retrait, loin de rassurer, renforçait l'idée que la fugue n'avait été qu'une première manifestation d'un malaise plus profond. Baptiste, en observant son fils, comprenait que la situation exigeait désormais une approche différente, plus attentive, plus nuancée, car il ne s'agissait plus de prévenir un danger immédiat, mais de reconstruire un lien fragilisé. Cette reconstruction passait nécessairement par une remise en question de ses propres réactions, de ses attentes, et de la manière dont il avait interprété jusqu'ici les besoins de Matisse. Il prenait conscience que le rôle de parent ne pouvait pas se limiter à encadrer ou protéger,
mais qu'il impliquait aussi une capacité à écouter ce qui n'était pas exprimé clairement. Emma, de son côté, restait confrontée à une réflexion similaire, même si elle l'exprimait différemment. Elle percevait de plus en plus nettement que la distance qui s'était installée entre elle et Baptiste avait eu des répercussions directes sur leur fils, et que cette situation ne pouvait plus être ignorée ou reportée. Le défi qui se présentait à eux n'était pas seulement de retrouver une forme de stabilité, mais de redéfinir leur manière de fonctionner ensemble, en prenant en compte les besoins émotionnels de Mathis comme une priorité. Dans ce contexte, leur relation devenait un élément central de l'équilibre à venir, car elle conditionnait directement la capacité de Mathis à se sentir en sécurité. Cette prise de conscience ne résolvait pas immédiatement les tensions existantes, mais elle introduisait une volonté commune, encore fragile, de ne plus laisser ces fractures s'aggraver sans réagir. Parallèlement, la situation de Vadim atteignait un point de décision, car l'héritage découvert ne pouvait plus être considéré comme une simple anomalie, mais comme un facteur déterminant de son avenir. La proposition qu'il avait faite à Noémie, bien qu'elle n'ait pas encore reçu de réponse définitive, continuait de structurer ses réflexions, orientant son regard vers un futur possible dans lequel Marseille n'aurait plus de place. Cependant, à mesure que le temps passait, la complexité de cette décision apparaissait plus clairement, car elle ne se limitait pas à un choix géographique, mais impliquait une redéfinition complète de son identité, de ses attaches et de sa manière d'envisager ses relations. Partir signifiait abandonner une partie de lui-même, mais rester impliqué d'affronter des éléments qu'il n'était pas encore prêt à regarder en face. Noémie, en observant cette évolution, comprenait que le moment décisif approchait, et que sa propre position aurait un impact direct sur la suite des événements. Elle ne pouvait pas se contenter d'accompagner Vadim dans un mouvement qu'elle ne comprenait pas pleinement, mais elle ne souhaitait pas non plus ignorer la détresse qui motivait cette envie de rupture. Cette tension intérieure la plaçait dans une position délicate, où chaque choix impliquait un renoncement. La question de l'origine de l'argent, toujours non résolue, continuait d'agir comme un élément perturbateur, rappelant que cette situation reposait sur une base incertaine, susceptible de révéler des complications inattendues. Cette incertitude renforçait l'idée que toute décision prise dans la précipitation pourrait avoir des conséquences difficiles à anticiper. Dans le quartier, la vie reprenait progressivement son rythme, mais l'épisode de la disparition de Mathis restait présent dans les esprits, comme une expérience partagée qui avait rappelé à chacun la fragilité des équilibres du quotidien. Les échanges, les regards, les attitudes portaient encore la trace de cette inquiétude collective, même si elle ne s'exprimait plus de manière aussi visible. Yolande, en poursuivant son projet de randonnée, incarnait une forme de résilience, une capacité à se projeter malgré les difficultés, à introduire dans son quotidien des éléments de renouveau. Jennifer, en se montrant ouverte à cette initiative, participait également à cette dynamique, cherchant à retrouver un équilibre après une période éprouvante. Ces trajectoires plus légères, bien que secondaires, apportaient un contraste nécessaire, rappelant que les événements, aussi intenses soient-ils, ne suspendaient pas totalement le cours de la vie. Ainsi, à la fin de cette séquence, plusieurs lignes de tension restaient ouvertes, chacune orientée vers des développements futurs qui dépendraient des choix à venir. Mathis, bien que retrouvé, restait au centre d'une problématique non résolue, celle de son équilibre émotionnel et de sa place dans une famille en reconstruction. Vadim, confronté à un héritage inattendu, se trouvait à un carrefour où chaque décision impliquait une transformation profonde de sa trajectoire. Ces deux axes, bien que distincts, partageaient une même logique, celle d'un passage, d'un moment charnière où les certitudes anciennes ne suffisaient plus et où de nouvelles orientations devaient être envisagées. La fugue de Mathis et la découverte de l'argent n'étaient pas des événements isolés, mais les signes visibles d'un processus de changement plus large, qui ne faisait que commencer. Dans cette perspective, l'avenir restait incertain, mais il portait en lui la promesse de transformation significative, où chaque personnage serait amené à redéfinir sa place, ses choix et ses relations, dans un équilibre toujours en mouvement.